J'ai toute la nuit devant moi. Je ne dormirai pas. Je ne veux pas perdre un instant à rêver. Je veux me souvenir de tout, de chaque chose, de chaque événement. J'ai vécu presque 18 années faites d'hier et de demain. Et ce soir, je dois me souvenir du plus grand nombre de jours possible. Cette nuit, plus que toute autre nuit de ma vie, je veux me sentir vivant. Charlie me conduit à l'école en me tenant par la main, parce qu'il sait que je ne veux pas y aller. J'ai jamais eu de col à ma chemise avant et ça m'étrangle. Mes souliers semblent étrangement lourds à mes pieds. J'ai le cœur lourd aussi. L'école me fait peur. Big Joe n'a pas à y aller, lui, et je ne trouve pas ça juste. Pas juste du tout. Il est beaucoup plus grand que moi, et même un peu plus vieux que Charlie. Mais Big Joe reste à la maison avec maman. Il est dans son arbre, et il chante. Oh, Jésus, il rit tout le temps. Si seulement je pouvais être aussi heureux que lui. Si seulement je pouvais rester à la maison comme lui. Je ne veux pas aller avec Charlie. Je ne veux pas aller à l'école. Charlie voit mes yeux remplis de larmes. Comme il a 3 ans de plus que moi, il a tout fait. Il sait tout sur tout. Tu veux que je te porte sur mon dos, Tomo? Je lui saute dessus, je m'accroche à son cou très serré en essayant de ne plus pleurnicher. Le premier jour, Tomo, c'est le pire. Mais c'est pas si terrible que ça, je te jure. Chaque fois que Charlie dit « je te jure », je sais que c'est pas vrai. Thomas, vous prendrez place ici, là, à côté de Molly. Vos lacets sont défaits, nouez-les, sinon vous allez trébucher. Je sais pas, Miss. Je sais pas n'est pas une expression en usage dans ma classe, Thomas Peaceful. Nous devrons simplement apprendre à nouer nos lacets. Apprendre, voilà la raison de notre présence à tous ici, Thomas Peaceful. Montrez-lui Molly. Molly est la jeune fille la plus grande de ma classe, elle vous aidera. Pendant qu'elle est nue, Molly ne me jette pas un regard, mais j'aimerais bien qu'elle le fasse. Elle a les cheveux châtain foncé, de la même couleur que le vieux cheval de papa. Et brillant. J'ai envie de tendre la main pour le caresser. Elle finit par lever les yeux vers moi. Je me suis fait une amie. À la maison, nous autres, les garçons, on ne porte jamais de souliers, sauf le dimanche. Papa, lui, avait toujours de grands souliers ferrés, ceux qu'il portait quand il est mort. Dans la forêt, papa était en train d'abattre un arbre à la hache. Il poussait des gémissements et des grognements à chaque coup porté. Au début, j'ai cru qu'il ne faisait que gémir un peu plus fort, mais j'ai fini par comprendre que le bruit venait de beaucoup plus haut dans les arbres. Je lève les yeux, le grand arbre se balance et craque, alors que tous les autres arbres sont calmes et silencieux. Je reste là, ahuri. Quand je m'approche, c'est lui que je vois en premier. Je vois les semelles de ses souliers ferrés. Un de ses bras est tendu dans ma direction, le doigt pointé vers moi. Ses yeux sont ouverts, et je sais qu'il ne me voit pas. Il ne respire pas. Je l'appelle en criant, je le secoue. Il ne se réveille pas.
À l'église, maman, Pidgeot, Charlie et moi, on est assis tout devant. Jamais encore de toute notre vie on s'est retrouvé assis au premier rang. C'est toujours la place du colonel. Le cercueil est posé sur des tréteaux, avec papa à l'intérieur dans son costume des dimanches. Une hirondelle vole au-dessus de nos têtes pendant toutes les prières et les cantiques. Elle va de vitrail en vitrail, dans le clocher, vers l'autel, à la recherche d'une sortie. Je suis sûr et certain que c'est papa qui essaie de s'échapper. Je le sais parce qu'il nous a souvent répété qu'il aimerait bien être réincarné en oiseau pour pouvoir voler librement, là où il voudrait. James Peaceful était un homme bon. Le colonel monte en chair. Un des meilleurs ouvriers que j'ai connus. Le sel de la terre, ne rechignant jamais à la tâche. Au cimetière, quand nous quittons la tombe, le bruit de la terre résonne sur le cercueil derrière nous. Il a tenté de me sauver. Si seulement j'avais couru, il ne serait pas mort à présent. Une seule idée m'obsédait. J'avais tué mon propre père. Onze heures moins 20. Je ne veux pas manger. Du ragoût, des patates. D'habitude, j'aime le ragoût, mais je n'ai pas faim. Pas maintenant. Nous avons joint pour assister à la bagarre. Les cris d'encouragement fusent. Vas-y, Charlie. Vas-y, Charlie. Ouais. Vas-y. Vas-y, Charlie. Vas-y, Charlie. Mais qu'est-ce que vous fichez? À ce moment-là, Mr. Munnings débarque. Il les sépare et les traîne dans sa classe. Heureusement pour moi, Mr. Munnings n'a pas remarqué que je saigne. Tous les deux ont droit à la badine. 6 coups chacun. Molly me rejoint. Elle me prend par la main et m'amène à la pompe. Elle mouille son mouchoir et tamponne mon nez, mes mains, mes genoux. Je saigne de partout. L'eau est froide. Elle fait du bien. Molly, elle a les mains si douces. J'aime bien Big Joe. Il est gentil. J'aime bien les gens gentils. Molly aime bien Big Joe. Molly aime bien Big Joe. Molly aime bien Big Joe. C'est à ce moment précis que j'ai su que j'aimerais Molly jusqu'à la fin de mes jours. Plus tard, Charlie revient dans la cour en remontant son pantalon, souriant sous le soleil. Il n'y recommencera plus. Je l'ai tapé là où ça fait mal, dans les couilles. Tout va bien, Tomo? On a me fait un peu mal, Charlie. Ouais, et ben moi, c'est mon derrière. Ça nous a tous fait marrer. Finalement, ils m'ont persuadé. Molly, dans l'eau jusqu'à la taille, se cachait les yeux avec ses mains. Allez, viens, Tomo. Je regarderai pas, promis. Je me suis déshabillé et je me suis précipité dans l'eau tout en me cachant au cas où Molly regarderait entre ses doigts. À la fin, Molly est allée se rhabiller derrière un buisson et nous a dit de ne pas regarder. Mais on l'a pas écouté. C'était la première fille que je voyais sans rien du tout. Elle était très mince et blanche. Elle essorait nappes comme du linge mouillé. Je veux que demain n'arrive jamais parce que ce sera jamais aussi beau qu'aujourd'hui. Elle a ramassé une poignée de cailloux au fond de la rivière. Je vais lire l'avenir. J'ai vu des gitans le faire. Les pierres racontent que tous les trois, on restera toujours ensemble. Pour l'éternité. Elles disent qu'aussi longtemps qu'on sera réunis, on sera chanceux et heureux. C'est écrit dans les pierres. Nos destins sont liés. Nuit moins 10. Je ne suis pas sûr d'avoir un jour vraiment cru en Dieu. Même quand j'allais au catéchisme. À l'église, je regardais le vitrail qui représentait Jésus cloué sur sa croix. J'étais désolé pour lui, parce que je sentais bien que c'était cruel et qu'il devait souffrir le martyre. Mais je n'ai jamais compris pourquoi Dieu, qui était censé être son Père, dans sa toute-puissance, les avait laissés faire des choses pareilles.
l'avait laissé souffrir autant. À cette époque et encore maintenant, je pensais que prier Dieu était tout aussi fiable, ou aussi peu que croiser les doigts, ou lire l'avenir dans les cailloux comme Molly. Mais si Dieu n'existe pas, est-ce que ça veut dire que le paradis n'existe pas non plus? Ce soir, je veux croire au paradis, qu'il y a une vie après la mort, que la mort n'est pas un point final, comme disait papa. C'est à l'abri de la meule que pour la première fois j'ai entendu parler de la guerre. En attendant, à la maison, on s'apprêtait à essuyer d'autres bombes. Maman était droite comme un i sur sa chaise. Elle cousait. Molly était là, en face d'elle. Une valise en cuir était posée sur le rebord de la fenêtre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Molly est restée silencieuse. Maman a parlé à sa place. Elle a été mise à la porte. Le colonel, ses parents l'ont mise à la porte et c'est ta faute, Charlie. Charlie semblait troublé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Molly a secoué la tête. Charlie a regardé maman. Maman a regardé Charlie. Ce qu'il y a, Charlie, c'est qu'elle attend un enfant de toi. Voilà ce qu'il y a. Ce soir-là, je me suis couché à côté de Charlie sans un mot. J'étais trop en colère contre lui pour encore lui parler un jour. Et à Molly aussi, d'ailleurs. Alors c'est Charlie qui a pris la parole. On n'a pas fait que s'écrire, tout le monde, tu sais. On ne voulait rien faire dans ton dos, je te jure. On ne voulait pas te faire de la peine non plus, parce que tu l'aimes, tout le monde, n'est-ce pas? Bien moi aussi, je l'aime. Je suis amoureux d'elle. Toujours ami. Toujours ami. La première fois que je me suis retrouvé confronté à la guerre, c'était un matin où j'effectuais une livraison au marché de Avenue. Derrière la fanfare, il devait bien y avoir une douzaine de soldats magnifiques dans leur uniforme écarlate. Ils sont passés devant moi. Leurs bras se balançaient en cadence. Les boutons étaient bien polis et les brodequins reluisants. Les baïonnettes resplendissaient dans les rayons du soleil. Les enfants les accompagnaient au pas. Certains portaient des chapeaux en papier, d'autres des bouts de bois sur les dos. Les femmes jetaient des fleurs, des roses principalement aux pieds des soldats. Tout le monde les suivait. C'était le premier sergent-major que je voyais de ma vie. L'Union Jack à sa suite, il a monté les marches au milieu de la place du village. Allons-nous leur botter les fesses une bonne fois pour toutes? Oui. Avons-nous rougi? Très bien. Alors nous allons avoir besoin de vous. Votre roi a besoin de vous. Votre pays a besoin de vous. Et tous ces courageux jeunes Français ont besoin de vous. Bernadotte m'a envoyé au marché ce matin. Il y avait l'armée qui recrutait. Jimmy Parsons s'est engagé. Avec beaucoup d'autres. À ce moment-là, maman m'a interrompu. Ne t'inquiète pas, Tomo. Ils ne peuvent pas te forcer à partir. De toute façon, tu n'as pas l'âge. J'ai presque 16 ans. Il faut en avoir 17, a dit Charlie. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec des gosses? J'espérais qu'il ait raison. Puis, Molly a poursuivi les mains posées sur son ventre arrondi. Il ne devrait pas envoyer les hommes non plus. Qu'est-ce que les femmes sont censées faire après? Se débrouiller toutes seules. Et les mères, comment font-elles? Tu vas pas t'en aller, Charlie, n'est-ce pas? Pour être honnête, Moll, ça me turlupine pas mal depuis quelque temps. J'ai pas envie de partir. Je pourrais tuer un rat s'il me mordait. Je pourrais tuer un lapin pour le manger. Pourquoi je devrais tuer un Allemand? J'en ai jamais croisé d'Allemands. Mais j'ai vu les listes dans les journaux. Tu sais, tous les morts et les blessés. Des pages entières. Pauvre diable. C'est carrément injuste, tu ne trouves pas? Moi ici, profitant de la vie pendant qu'eux sont là-bas. Tout ça n'est pas si terrible, Molly. Hier, j'ai vu Benny Cobblestone qui crânait au pub dans un bel uniforme. Il était en permission.
Il disait que c'est la débandade chez les Allemands en ce moment. Un effort de plus, d'après lui, et ils rentreront bientôt à Berlin en courant, la queue entre les jambes. Alors tous nos gars reviendront au pays. Et avec un peu de chance, je serai rentré pour arroser la naissance du bébé. Et puis, Tomo prendra soin de toi. Ce sera lui, l'homme de la maison. Hein, Tomo? Je reste pas. Je pars avec toi, Charlie. J'aimais tout ce que je connaissais. Ce que je connaissais, c'était ma famille, Molly, et la compagne qui m'avait vu grandir. Je ferai tout ce que je pourrais pour protéger les gens que j'aime, et tout ça avec Charlie. Le nez dans la boue, Peaceful, voilà votre place, vilain ver de terre. L'horrible sergent Hanley, comme on le surnommait. Notre persécuteur en chef au camp d'entraînement de Salisbury Plain. Il ferait tout son possible pour faire de nos vies un enfer. Une vie en particulier, celle de Charlie. On voit plus que de raison. C'est la première cuite de ma vie, et je suis fier de moi. On rentre au camp en titubant, et on s'effondre dans nos lits. Le lendemain matin, on se met en marche pour le front. C'est comme si la route nous menait directement dans la terre. Comme si elle se transformait en tunnel sans plafond, en boyau de communication. Maintenant, on ne doit pas faire de bruit. Pas un mot, pas un chuchotement. Si les mitrailleurs allemands nous remarquent, nous sommes faits. On croise une file de soldats qui remontent. Ils ont le regard sombre. Inutile de demander pourquoi, la réponse est évidente. Des serpents. Rentre à terre. Il nous prend une éternité pour traverser le No Man's Land. Je finis par croire qu'on ne va jamais arriver à tomber sur leur tranchée. On glisse dans un trou d'obus et on y reste un moment. Maintenant, on peut même entendre les fruits parler, rire et écouter de la musique. On est proche maintenant. Tout proche. Je n'ai pas peur, je suis simplement excité, comme si j'étais en train de braconner avec Charlie. Je suis concentré, prêt à faire face au danger. Enfin, on aperçoit les fils de fer pas devant. On se faufile par une brèche et on se laisse glisser dans la tranchée. Elle a l'air déserte, mais on entend encore les voix et la musique. Je remarque que la tranchée est beaucoup plus profonde que la nôtre et qu'elle est construite beaucoup plus solidement. Je serre mon fusil contre moi. Je suis Charlie dans la tranchée en pliant en deux comme les autres. Soudain, un Allemand sort d'un abri. Pendant un quart de seconde, personne ne bouge. Ni le Boche, ni nous. On reste là, simplement, à se regarder. Puis il pousse un cri et retourne dans l'abri. Je ne sais pas qui a lancé une grenade, mais l'explosion me projette contre le mur. Des cris et des coups de feu sortent de l'abri, puis plus rien. Silence. La musique s'est arrêtée. Et on reprend notre course. L'espace d'un instant, je pense qu'on s'en est tiré à bon compte. Mais une fusée éclairante est bientôt dans le ciel et on se retrouve soudain éclairé comme en plein jour. Je me jette à terre. Comme il est impossible de se cacher, mieux vaut faire le mort, les yeux fermés. Je pense à Molly. Si je dois mourir, je veux que mes dernières pensées soient pour elle. Mais finalement, je demande pardon à papa pour ce que j'ai fait. Je ne voulais pas le tuer. Nous attendons que la lumière baisse. Le capitaine au mille-pieds nous remet sur pied. Il dure 2 jours entiers. Les 2 jours les plus longs de ma vie. Impossible de parler. Impossible de penser. Quand j'essaie de dormir, je vois cette main pointée vers le ciel, celle de papa, et je me réveille en tremblant. Je pleure comme un gosse. Même Charlie n'arrive pas à me consoler. Tout ce qu'on veut, c'est que ça s'arrête! Même si l'on sait que quand cela cessera,
Alors, qu'ils viennent. Je veux seulement que cela finisse une bonne fois pour toutes. Voilà. Un cri retentit. Les gaz! Les gaz! L'écho se propage dans toute la tranchée. L'espace d'un instant, la terreur nous glace. On imagine ce nuage meurtrier dont on nous a si souvent parlé nous engloutir. Ces vrais immortels sont en chasse, frayant leur chemin en longues mèches jaunes. Elles me flairent, elles me cherchent. Et le gaz fond droit sur moi dès qu'il m'aperçoit. Mon Dieu, je me dis, ne respire pas. Je vois des hommes fuir, ils chancellent, tombent. Je n'ai plus d'air. Impossible de courir sans respirer. À moitié aveuglé par le masque, je trébuche et m'effondre. Je perds mon masque à gaz, je le remets. Mais j'ai repris mon souffle. Et déjà mes yeux me piquent, mes poumons me brûlent. Je tousse, j'ai des hauts le cœur, je suffoque. Peu m'importe où je fuis, l'important c'est d'échapper au gaz. Enfin, je suis hors d'atteinte. Knapp. Va-t'en, gamin. Allez, Tom, et file. Je dois ma survie et de m'en être sorti qu'au caprice d'un gentil flic simple. On reçoit plein de lettres au cantonnement. Elles arrivent beaucoup plus rapidement sur le front qu'à la maison. Charlie n'avait que Molly à l'esprit. Il lui a écrit presque tous les jours. Un matin, on a reçu chacun une lettre de la main de Molly. Charlie ouvre la sienne et se met à pleurer. J'ouvre la mienne. Mon cher Tomo. Mon cher Tomo, J'écris pour t'annoncer que j'ai eu un adorable petit garçon. Charlie et moi, on s'est mis d'accord avant votre départ pour lui donner un nom. Ce sera Tomo, comme son nom plus courageux. Un jour, cette effroyable guerre sera terminée et on sera à nouveau réunis. Et alors, le petit Tomo verra son papa et son oncle. Et ça le fera sourire. Big Joe, lui, sourit toujours. Le petit Tomo a le large sourire de Big Joe. Il a les cheveux noirs de Charlie et 18 noisettes. C'est pour toutes ces raisons que je n'aime plus ce que je ne peux dire. La Molly. Pour toutes ces raisons que je l'aime plus que je ne puis dire. Nous attendons le signal et nous sortons de notre tronc. Je sors parce que les autres sortent. J'avance comme sous l'effet d'une transe, comme projeté à l'extérieur de moi-même. Du sang coule sur mon visage. La tête me brûle, une telle douleur. Je me sens tomber. C'est chaud, confortable et si calme. « 6h moins 25. Plus de 25 minutes. Qu'est-ce que je vais en faire? Prendre un bon petit déjeuner? Non, pas ça. Crier, à quoi bon? Prier, pourquoi? Pour demander quoi? À qui? Non. Arrivera ce qui doit arriver. Le maréchal Haig, qui est un peu comme Dieu ici, a signé l'ordre. Haig a confirmé la sentence. Il a confirmé que le soldat Peaceful doit mourir, qu'il sera fusillé pour lâcheté face à l'ennemi à 6h au matin du 25 juin 1916. Je donne simplement mon avis, notre avis à tous. Je vous dis, moi, Peaceful, que si vous ne nous suivez pas quand nous sortirons, ce ne sera pas la punition de campagne où vous écorperez dans votre frère, ce sera la cour martiale, le peloton d'exécution. Vous m'entendez, Peaceful? Vous m'entendez bien? Oui, sergent, je vous entends. Mais voilà, sergent, même si je le voulais, je ne pourrais pas vous suivre. Parce que ça voudrait dire abandonner Charlie derrière moi. Et c'est impossible. Il est blessé. Je ne crois pas qu'il puisse marcher, alors courir. Je ne le laisse pas. Misérable fermier. Restez en place, je devrais vous abattre. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui vous prend? Relevez-vous, bon sang! Debout! Obéir à mes ordres, soldat Peaceful. Et je vous dis, moi, Peaceful, que si vous ne nous suivez pas quand vous sortirez, ce ne sera pas la peine, je devrais vous abattre. Le procès en cour martiale a duré en tout et pour tout moins d'une heure. C'est tout ce qu'ils m'ont accordé. 1 heure. Pour la vie d'un homme.
Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1918, plus de 300 soldats des armées britanniques et du Commonwealth, ainsi que 650 soldats français entre autres, furent exécutés pour désertion, lâcheté ou pour l'exemple. Le gouvernement britannique a en 2006, par voie législative, réhabilité ces soldats fusillés. Malgré le discours de Lionel Jospin en 1998, en faveur d'une réintégration dans la mémoire nationale des fusillés pour l'exemple, aucune disposition n'a été prise en ce sens à ce jour. En novembre 2013, François Hollande a demandé qu'une place soit réservée aux fusillés, au musée des armées aux invalides, préférant un geste solennel et symbolique à une réhabilitation des soldats français concernés.